Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau cours pour les internes de psychiatrie de première année, consacré aujourd'hui au traitement psychiatrique et leur lien avec les conduites suicidaires. Je n'ai pas de lien d'intérêt particulier à noter ici en termes de convention, avantages, rémunération, relations personnelles ou intérêts financiers. Je dois juste dire que j'ai été investigateur de l'étude sur la kétamine dont je parlerai un petit peu plus tard. Et on va commencer ce cours par la psychothérapie. Alors il n'y a pas de données à ma connaissance ayant montré un bénéfice de la psychothérapie sur la prévention du suicide, ça nécessiterait des très larges études pour mettre en évidence un effet sur un événement aussi rare que le suicide. Il y a des données pour penser que la psychothérapie permet de réduire les idées suicidaires, même si ce n'est pas une démonstration très très solide. Et il y a par contre des données beaucoup plus solides pour penser que la psychothérapie ou certaines formes de psychothérapie permettent de prévenir les réitérations suicidaires. Alors, je vous montre la revue la plus récente à ma connaissance, publiée en 2021 par un groupe allemand avec qui j'ai travaillé, Thomas Obanski et Gerd Wagner, en Thuringe. Et ils ont fait une revue systématique de la littérature jusqu'en juin 2020, en ne gardant uniquement que les essais randomisés contrôlés. Ils ont trouvé 18 études. Quand ils font une méta-analyse de ces 18 études, ils trouvent globalement un effet de prévention de réitération suicidaire en comparaison des conditions contrôle, qui sont souvent diverses et variées. Et quand ils ont regardé par thérapie, ils trouvent un effet positif de la thérapie cognitive et comportementale. Il y avait 10 études. Alors uniquement les études pour lesquelles le suivi était supérieur à 12 mois. Si le suivi était trop court, l'effet n'était pas aussi clair. Et un effet positif des thérapies psychodynamiques, en sachant qu'il n'y avait que 2 études. Pas d'effet par contre pour la résolution de problèmes ou la thérapie comportementale et dialectique, vous savez cette psychothérapie qui est utilisée, qui était mise en place, créée par Marshall Linehan et utilisée chez les patients avec un trouble de personnalité borderline. Donc, des arguments pour un effet bénéfique de la psychothérapie, en sachant qu'il y a toujours la complexité dans des essais contrôlés en psychothérapie, c'est savoir quel est le meilleur contrôle. Finalement, il n'y a pas possibilité de faire un placebo comme on peut faire plus facilement en général avec les études pharmacologiques. Et donc toujours la question du biais finalement que cela peut induire dans les résultats. Et on va passer aux pharmacothérapies et on commencera évidemment par les antidépresseurs qui ont donné lieu à beaucoup de discussions et de commentaires, notamment à partir de 2004 quand la FDA, la grande agence de régulation des médicaments américaine, a mis un black box warning sur les antidépresseurs en raison d'un risque suicidaire chez les enfants, les adolescents, les jeunes adultes. Alors, vous voyez ce que c'est un black box warning. C'est une information là en l'occurrence qu'il fallait indiquer sur tous les antidépresseurs vendus aux États-Unis. Alors, ce black box warning, il ne vient pas de n'importe où, il vient de la mise en évidence par la FDA d'un risque potentiellement augmenté chez les moins de 25 ans. Alors après cette black box warning, il y a eu d'autres études qui ont permis de faire de grandes méta-analyses, et je vous en montre une publiée dans le BMJ en 2009 par la même FDA, par des auteurs de la FDA. 372 études randomisées contrôlées qui ont été soumises à la FDA, presque 100 000 patients, vous voyez, traités par antidépresseurs ou placebo. Et ce qui est représenté ici, c'est le risque de suicidalité, c'est pas un très bon terme, enfin c'est idée suicidaire, éventuellement geste suicidaire. Lorsqu'on compare la drogue active versus le placebo, alors c'est tout antidépresseur confondu.
Et ce qui est mis en évidence, vous voyez, c'est une augmentation du risque donc de suicidalité, entre guillemets, chez les moins de 25 ans, alors qu'il y a une baisse du risque suicidaire dans les autres groupes. Alors c'est pas très clair si on regarde des tranches d'âge de 10 ans, mais c'est beaucoup plus clair. Vous voyez, il y a un effet protecteur chez les plus de 75 ans, chez les 25-64 ans, chez les plus de 25 ans et chez les plus de 65 ans. Donc ça a été examiné de différentes manières. Ce qu'il faut retenir, c'est que clairement, il y a un risque, euh, surtout d'idées suicidaires, mais éventuellement aussi de tentatives de suicide, augmenté chez les enfants, les adolescents et les adultes jusqu'à 25 ans, mais un effet diminué chez les adultes de plus de 65, de plus de 25 ans, pardon, avec un effet qui est particulièrement marqué chez les personnes de plus de 65 ans. Donc un effet double des antidépresseurs qui augmente le risque suicidaire chez les jeunes, mais prévient le risque suicidaire chez les adultes et notamment les personnes âgées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le même résultat dans une revue systématique d'études observationnelles. Alors le risque des études observationnelles, c'est de montrer une association qui n'est pas une relation causale. Si par exemple vous étudiez l'association entre médicaments et le risque de suicide, il y a une association qui va pouvoir être observée tout simplement parce que les gens qui sont à risque de suicide ont plus de chances de recevoir un traitement. Donc ce n'est pas une relation causale, forcément, c'est une association entre différentes conditions qui est médiée par la maladie mentale finalement. Alors ce que montre cette étude suggère que ça n'est pas le cas, qu'il y a une vraie association. Pourquoi? Parce qu'on retrouve en fait une association positive entre les ISRS et le risque de tentative de suicide et de suicide chez les adolescents, mais on trouve un effet protecteur chez les adultes et les adultes âgés de plus de 65 ans. Donc on retrouve exactement la même chose, cette dichotomie. Finalement, les antidépresseurs semblent augmenter le risque non seulement d'idées suicidaires, mais de tentatives de suicide et de suicide chez les adolescents ici, mais aussi peut-être jusqu'à 25 ans, comme on l'a vu précédemment. Et puis chez les adultes de plus de 25 ans et notamment chez les sujets âgés, les antidépresseurs sont protecteurs. Alors, cette étude nous disait également, ou suggérait qu'il y avait peut-être parmi tous les antidépresseurs un effet particulièrement négatif de la venlafaxine chez les adolescents. Et c'est ce que montre une étude plus récente qui est une méta-analyse en réseau, Network Meta-Analysis, qui a été publiée dans le Lancet en 2016 par une équipe qui comprend Andrea Cipriani, qui a beaucoup fait de méta-analyse avec les traitements pharmacologiques en psychiatrie, et qui a comparé l'efficacité et la tolérance aux antidépresseurs dans la dépression majeure chez les enfants et les adolescents. Et ce qui montre, c'est que globalement, il n'y a quand même pas d'effet négatif des antidépresseurs et qui ne sont pas très différents entre eux. À une seule exception, c'est la venlafaxine qui semble augmenter le risque de idées suicidaires ou tentative de suicide ici, en comparaison de plusieurs autres molécules et en comparaison du placebo. Donc si vous voulez, pour finir avec les antidépresseurs, gardons en tête qu'il est prudent de ne pas les prescrire chez les enfants et les adolescents, et probablement chez les adultes jeunes. On ne sait pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est une question de développement cérébral? Est-ce que c'est le fait que parfois on le donne à des patients qui seront peut-être plus tard, qui souffrent peut-être en réalité d'un trouble bipolaire qui n'a pas été dépisté, on ne sait pas bien. Mais donc il est prudent de ne pas les prescrire en première intention et si on peut favoriser des formes de psychothérapie de la dépression notamment, ou de l'anxiété. Et dans tous les cas d'éviter la venlafaxine. Par contre, évidemment, si vous n'avez pas accès à la psychothérapie, si
Si ce n'est pas disponible, alors à ce moment-là, vous pouvez avoir recours aux antidépresseurs de manière prudente et donc sans utiliser la venlafaxine. Chez les adultes, eh bien, s'il s'agit d'un épisode dépressif majeur d'intensité modérée à sévère, il est tout à fait logique aujourd'hui d'utiliser les antidépresseurs si le patient est d'accord avec ça. Et cet effet sera d'autant plus marqué que l'épisode sera sévère. Hein. Ça a été montré dans d'autres études. Après, il faut savoir les prescrire, les antidépresseurs. Commencer à demi-dose pendant quelques jours, voyez comment le patient le tolère avant de passer à pleine dose. Donner rendez-vous au patient, ne serait-ce que par téléphone, quelques jours après le début du traitement, même s'il ne va pas être encore efficace, mais pour justement vérifier cette tolérance, informer le patient et la famille qu'il peut y arriver, peut arriver qu'il y ait une augmentation euh, de certains symptômes, agitation, anxiété et même idées suicidaires. Et que dans ce cas-là, il va falloir qu'ils vous contactent rapidement, éventuellement qu'ils arrêtent le traitement. Voilà, donc avec quelques mesures d'encadrement simples et quelques règles simples de prescription, les choses vont se passer au mieux. Gardez en tête également, hein, 6 semaines sans aucun effet, on change de traitement, c'est pas la peine de prolonger inutilement. Voyons maintenant d'autres traitements pharmacologiques et pour cela je me suis appuyé sur une revue systématique de la littérature qui a conduit à plusieurs méta-analyses réalisées par Wilkinson et collaborateurs et publiées en 2021. Donc ils ont poolé les essais randomisés, les cohortes observationnelles, les études cas contrôle jusqu'en décembre 2019. Et ce qui est intéressant, c'est que le critère principal de jugement, c'est le suicide, décès par suicide. Donc qui se sont basés sur 57 études qui étaient éligibles selon leurs critères. Le premier traitement qu'ils ont regardé a été le lithium. Ils ont trouvé 36 études et ils montrent un effet significatif de réduction des décès par suicide dans le trouble bipolaire, que le comparateur soit un contrôle actif, par exemple un autre régulateur de l'humeur, ou un placebo. Ils ont montré aussi un effet significatif dans une catégorie qu'ils appellent autres troubles, qui est un mélange de troubles dépressifs et de troubles psychotiques, mais uniquement lorsque le comparateur n'est pas actif. Donc retenez, le lithium prévient le suicide dans le trouble bipolaire. Pour ce qui est des anticonvulsivants, ils ont trouvé 16 études et ils n'ont pas mis en évidence d'effets significatifs de réduction du suicide dans le trouble bipolaire. Et lorsqu'ils ont fait une analyse stratifiée, ils ont montré qu'en fait le risque suicidaire était augmenté en comparaison du lithium et qu'il n'y avait pas d'effet significatif quand le contrôle comparateur était une molécule autre que le lithium. Donc pas de bénéfice démontré des anticonvulsivants en termes de prévention du suicide et probablement un effet inférieur à celui du lithium. Il y a eu beaucoup d'études explorant l'association entre lithium ou autres régulateurs de l'humeur et le risque de suicide dans le trouble bipolaire. Je vous montre une étude récente publiée en 2022 sur la base d'une cohorte danoise. Plus de 33 000 patients avec un trouble bipolaire diagnostiqués en 1995 à 2016. Et ce qu'il montre, c'est que avoir un traitement par lithium réduit significativement le risque de suicide en comparaison de ne pas avoir du tout de traitement. Donc, outre ces bénéfices en termes de réduction des épisodes thymiques, le lithium est aussi associé à une réduction du suicide. Et ils ont fait des analyses pour, en regardant les différentes périodes de traitement d'un même patient. Et chez un même patient, il y a une réduction des gestes auto-infligés lorsque le patient reçoit du lithium en comparaison de périodes où il reçoit autre chose. Alors par contre, pour ce qui est de la réduction des hospitalisations, eh bien, c'est associé à la prise de tous les régulateurs de l'humeur. Il n'y a pas un bénéfice supérieur du lithium. Donc clairement, le lithium est associé à une réduction des gestes auto-infligés et du suicide.
Et je vous cite cette revue de la littérature, une sorte de méta-revue, comme ils disent, publiée par Smith et Cipriani, dont je parlais tout à l'heure, et qui reprennent un peu les limites de différentes études, mais qui conclut très très clairement qu'il y a un effet anti-suicidaire du lithium, hein, qui a été euh, très solidement mis en évidence au cours des 40 dernières années. Et il souligne aussi que malheureusement, le lithium est sous-utilisé. Il y a plusieurs études qui l'ont montré. Il faut apprendre à utiliser le lithium. C'est pas si compliqué, c'est pas totalement facile, mais c'est pas complètement difficile non plus. Ça demande un peu d'organisation et puis ça peut être fait surtout en ambulatoire. Alors, en tant qu'interne, vous êtes habitué à mettre en place des traitements en hospitalisation complète, mais il va falloir apprendre à le faire en ambulatoire parce que c'est là où vous verrez des patients parfois qui ne nécessitent pas une hospitalisation, mais qui nécessitent la mise en place d'un traitement par lithium. Et il faut apprendre à le faire. C'est pas compliqué encore une fois. Les risques du lithium ont longtemps été surestimés, notamment le risque rénal, donc il existe bien, il faut le surveiller, mais le risque initialement évalué était probablement surévalué. Et avec une bonne surveillance, on évite des problèmes à court terme et au long cours. Et puis ça sauve des vies. Donc, globalement, ça permet, et au-delà de sauver des vies d'ailleurs, ça permet aussi à beaucoup de gens euh, d'avoir une très bonne stabilité thymique et de trouver une vie tout à fait normale. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a des patients qui répondent très très bien, il y a des patients qui répondent pas du tout, il faut l'arrêter, ça ne sert à rien. Et puis on est plus embêté avec ceux qui sont entre les deux, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un bénéfice, mais parfois des effets secondaires qui ne sont pas très graves, mais qui sont extrêmement gênants. Je pense par exemple au tremblement, ou à devoir boire beaucoup, de suer beaucoup, des choses comme ça. Vous voyez. Donc il y a parfois des décisions à prendre. Mais avec un patient qui souffre d'un trouble bipolaire, qui est une maladie très très sévère, vu le niveau de démonstration des bénéfices du lithium, c'est tout à fait honteux, je pense, au niveau collectif, que nous ne le prescrivions pas plus souvent. Et souvent d'ailleurs pour des mauvaises raisons. Alors, on passe à une autre catégorie de médicaments, les antipsychotiques, sans la clozapine, vous verrez pourquoi dans un instant. Je reviens donc à cette méta-analyse de Wilkinson, et il trouve 2 fois 6 études, une dans le trouble, donc 6 études dans le trouble bipolaire et 6 études dans les troubles psychotiques. Et dans aucun de ces troubles, il n'y a d'effet significatif en termes de réduction du suicide dans le trouble bipolaire ou dans les troubles psychotiques, donc pour les antipsychotiques hors clozapine. Pour la clozapine, par contre, sur la base de 7 études, on retrouve un effet significatif de réduction du suicide. Euh, alors, le comparateur était essentiellement un autre antipsychotique. Donc la clozapine est supérieure à d'autres antipsychotiques. Par contre, quand vous comparez des antipsychotiques autres que clozapine à d'autres antipsychotiques, comme on l'a vu précédemment, on ne trouve pas d'effet. Alors ça nous amène à une très belle étude publiée en 2022 par Correll et collaborateurs qui ont étudié la mortalité chez les personnes qui souffrent de schizophrénie. C'est une grande revue systématique et une méta-analyse. Alors il montre très clairement un risque augmenté de mortalité prématurée dans la schizophrénie. Et la première cause, c'est le suicide, vous voyez, avec un risk ratio qui est à 9,8. Vient ensuite l'empoisonnement, les causes de décès non naturels mais non déterminés, et puis un risque de maladie somatique qui est augmenté par rapport à la population générale. Alors qu'est-ce qu'il en est des traitements antipsychotiques? Eh bien, ce que cette étude retrouve, c'est une réduction de la mortalité chez les gens qui sont traités par antipsychotiques versus ceux qui ne sont pas traités par antipsychotiques. Et c'est vrai de toutes les catégories d'antipsychotiques.
les premières générations, les secondes générations et les molécules d'action prolongée. Ceci dit, l'effet semble plus fort pour les molécules de seconde génération et pour la clozapine. Pour ce qui est du suicide, l'effet le plus fort, en termes de réduction de la mortalité par suicide, est retrouvé avec la clozapine, sur la base de 2 études. Par contre, il trouve un effet de réduction du suicide dans cette étude pour aussi les autres types d'antipsychotiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve également une réduction de la mortalité de cause naturelle par clozapine, même si l'intervalle de confiance est très grand, et pour les autres types de molécules antipsychotiques. Donc retenez pour les antipsychotiques que très clairement la clozapine a un effet supérieur en termes de réduction du suicide dans les troubles psychotiques, et que les autres antipsychotiques semblent quand même diminuer le risque de suicide dans la schizophrénie, mais pas forcément dans le trouble bipolaire. Ça, c'est pas démontré. Donc là, pour la clozapine, c'est comme pour le lithium, il faut apprendre à la prescrire. C'est pas simple et en même temps c'est pas compliqué. Ça demande là aussi un peu d'organisation pour ce qui est des prescriptions et des vérifications des résultats biologiques. Et si vous faites ça, vous allez aider un grand nombre de patients. Comme pour le lithium, la clozapine a été montrée comme étant très largement sous-utilisée dans plein d'études, incluant en France. Donc on enlève une chance importante à nos patients, que ce soit nos patients bipolaires avec le lithium ou que ce soit nos patients qui souffrent d'un trouble psychotique avec la clozapine, en grande partie pour de mauvaises raisons. Autre classe de médicaments, les benzodiazépines. Alors là, on est un petit peu plus dans le flou en réalité. Je vais me baser sur une revue de la littérature qui a été publiée en 2017, qui porte sur la littérature jusqu'en 2016. 17 études sont retrouvées, qui sont essentiellement des études observationnelles avec quelques études de laboratoire. Il y a une toute petite étude randomisée qui date des années 80 où les patients recevaient une benzodiazépine versus un placebo, je crois, dans le trouble borderline et qui avait été arrêté parce qu'il y avait une augmentation des gestes suicidaires et de l'agressivité dans le groupe qui recevait la benzodiazépine. C'est un peu la seule étude randomisée, tout le reste ce sont des études observationnelles qui globalement tentent à montrer une association significative entre prise de benzodiazépine et risque augmenté de suicide, peut-être via une augmentation de l'agressivité, une diminution du contrôle inhibiteur, et il y avait peut-être aussi un effet dose, c'est-à-dire que plus les doses de benzodiazépine sont fortes, plus le risque de passage à l'acte est augmenté. Je dis que ce n'était pas très très clair parce que il n'y a pas d'études randomisées contrôlées très très solides, donc ça peut être une association qui n'est pas causale. Marie Tournier et ses collaborateurs à Bordeaux viennent d'analyser des données françaises qui viennent d'être soumises, ne sont pas encore publiées, c'est pour ça que je ne les montre pas. Et j'ai collaboré à cette étude. C'est aussi une étude observationnelle où on trouve là aussi une association temporelle entre la prise de benzodiazépine et le risque de suicide, de tentative de suicide. Donc c'est encore un argument en faveur. Vous voyez, même si ce sont pas le niveau, ça ne permet pas d'avoir le niveau de preuve le plus fort, qui est l'essai randomisé et contrôlé. Et encore mieux, ça serait d'avoir plusieurs essais randomisés contrôlés, d'en faire une méta-analyse, mais on est loin de ça. Ceci dit, il y a quand même un faisceau d'arguments qui commence à être solide en faveur de cette association. Et je vous cite une autre étude française qui est faite à partir des données de l'étude Algos, donc c'est le groupe de Lille, qui a regardé ce qui se passait chez 972 patients qui avaient été inclus après une tentative de suicide. Et il retrouve aussi une augmentation du risque de récidive dans les 14 mois chez ceux qui avaient les benzodiazépines et des hypnotiques. Vous voyez, les preuves s'accumulent quand même, même si on n'a pas le niveau de preuve le plus élevé. Donc prudence avec la prescription
de benzodiazépines. Euh, Ça a l'air d'être une très bonne idée d'utiliser les benzodiazépines comme un des médicaments qui, sur le plan somatique, sont assez bien tolérés quand même. Elles sont très rapidement efficaces. Et puis, quand on connaît le risque suicidaire chez les gens qui sont dans un état d'anxiété majeure, bah, ça- voilà, ça semble une bonne idée de réduire rapidement cette anxiété. Euh, Peut-être que c'est pas bon pour tout le monde, néanmoins. Donc, grande prudence dans cette prescription à cause de cette association euh, dont on vient de parler. Alors, cette association, elle est, avec les benzodiazépines, elle est aussi euh, retrouvée pour les hypnotiques. Là aussi, étude observationnelle hein, que je vous présente, une étude américaine qui est basée sur deux cohortes. Une première grande cohorte en 2015-2018 sur 170 500 sujets et une autre en 2005-2018 sur 36 000 sujets. Et les Z-drugs, le, euh, le zopiclone et le zolpidem, sont associés à un risque augmenté d'idées suicidaires, de planification et de tentatives de suicide. Et dans cette étude, on retrouve aussi une association avec les benzodiazépines utilisées comme anxiolytiques. Donc, une association, là aussi, encore une démonstration d'une association en faveur euh, d'un risque augmenté suicidaire avec les molécules hypnotiques. Alors cette revue publiée dans l'American Journal of Psychiatry en 2017 fait le point sur cette question des hypnotiques et du suicide. Ils disent bah oui, en effet, il y a des études épidémiologiques, hein, observationnelles, qui montrent une association entre hypnotique et conduite suicidaire, mais attention, la plupart n'ont pas contrôlé pour la dépression ou d'autres troubles psychiatriques qui sont aussi associés à l'insomnie. Donc est-ce que c'est finalement l'hypnotique qui est en cause ou est-ce que c'est l'insomnie associée aux maladies psychiatriques et puis est-ce que c'est aussi dû aux maladies psychiatriques elles-mêmes qui sont un facteur de risque suicidaire. Alors il suggère un mécanisme hein, possible si vraiment il y a une association qui serait que finalement tous ces hypnotiques qui agissent sur les récepteurs benzodiazépines peuvent causer des parasomnies. Alors peut-être que le risque suicidaire il est augmenté chez les gens chez qui il y a ce type d'effet secondaire particulier. Euh, donc la conclusion, c'est vigilance finalement, mais on ne sait pas trop à quel point cette association est vraie finalement, qu'elle n'est pas médiée par d'autres facteurs que les médicaments, et qu'il va nous falloir savoir finalement comment traiter ce problème d'insomnie, et si on traite le problème d'insomnie, on réduit par ailleurs le risque de suicide. Donc ça reste une question très ouverte à ce jour. Alors parlons maintenant de la kétamine, qui est une molécule qui donne lieu actuellement à beaucoup de publications, qui excite beaucoup la communauté scientifique et médicale. Alors, la kétamine, c'est une molécule qui a été créée vers 1964 par les laboratoires Park Davis aux États-Unis en tant que dérivé de la phencyclidine. Il y a deux formes, en fait, une forme R et S. Dans la forme racémique qu'on utilise en IV, les deux se retrouvent, et la forme S-kétamine a été développée, comme vous le savez, par les laboratoires Janssen. Alors, la kétamine a de multiples métabolites, dont certains sont des métabolites actifs, qui donnent lieu aussi actuellement à des investigations, à des études. Alors ça a d'abord été utilisé comme anesthésique, puis comme antalgique. Et dans les années 70, on s'est rendu compte euh, d'abord que certaines personnes l'utilisaient de manière récréative pour ses effets dissociatifs. Et donc on a commencé à discuter le risque d'abus et la molécule a eu une restriction d'utilisation. Et il a été rapporté que certains patients l'utilisaient à visée antidépressive, donc thérapeutique, même si les médecins n'y croyaient pas et avaient tendance à dire à leurs patients d'arrêter cela immédiatement, qu'ils se mettaient en danger. Mais à partir des débuts des années 90, il y a eu une investigation scientifique de ces effets antidépresseurs avec un papier publié en 1994 par John Crystal et collaborateurs.
et montrant un effet extrêmement rapide antidépresseur lors de quelques minutes après l'injection IV. Alors évidemment, parallèlement à cette réduction des symptômes dépresseurs, a été également notée une réduction rapide des idées suicidaires. Donc il y a eu plusieurs papiers, je parlerai d'une revue de la littérature dans un instant, montrant effectivement et confirmant cette réduction rapide des idées suicidaires avec la kétamine racémique en intraveineux. Je voudrais d'abord vous présenter finalement la plus grande étude publiée à ce jour pour ce qui est de la kétamine IV dans les idées suicidaires, qui est une étude française, KETIS, étude multicentrique réalisée dans 7 centres en France. L'investigateur principal était le docteur Mokran Abar, chef de service de psychiatrie à Nîmes, et c'est une étude avec un financement public, un PHRC national. Donc, les patients suicidaires qui nécessitaient une hospitalisation ont été recrutés et ont été randomisés pour recevoir ou de la kétamine IV ou un placebo IV. Il faut savoir que par ailleurs, les patients étaient recrutés a priori selon 3 groupes, ceux qui souffraient d'un trouble bipolaire, ceux qui souffraient d'un trouble dépressif et ceux qui souffraient d'un autre trouble affectif, en excluant les patients qui avaient une histoire de schizophrénie ou de manifestations psychotiques. Alors voilà la caractéristique de la population. C'est pas surprenant, il y a un peu plus de femmes. L'âge moyen était autour de 40 ans. Et je vous ai identifié par des flèches rouges le fait que c'était essentiellement des patients à haut risque suicidaire. Donc ils avaient un haut niveau d'idées suicidaires. La plupart étaient considérés par le MINI comme ayant des idées suicidaires sévères. Ils avaient un haut niveau de douleurs psychologiques, de désespoir, de dépression. Et plus de 85% d'entre eux avaient déjà fait une tentative de suicide. Donc le kétamine ou le placebo était donné en adjonction du traitement habituel. Alors la kétamine était donnée à raison de 0,5 mg par kilo et il y avait deux injections en fait de 40 minutes à 24 heures d'intervalle. Donc c'était un protocole un peu inhabituel. Habituellement, la plupart des études ont utilisé une seule injection. Donc ça c'est une chose qui dévie un petit peu des autres études. Alors voici les résultats. Ce qui est important, c'est que dans cette étude, on n'a pas regardé juste la réduction des idées suicidaires, mais on a regardé le pourcentage de gens en rémission d'idées suicidaires. Donc ils n'avaient plus d'idées suicidaires, ce qui est important. Parce qu'avoir moins d'idées suicidaires, c'est bien, mais si on en a toujours, on est toujours à risque. L'idée, c'est de ne plus en avoir. Et donc, dans cette étude, on a regardé le niveau de rémission d'idées suicidaires au bout de 3 jours. Et au bout de 3 jours, ce qu'on constate, c'est que 63% des gens sous kétamine sont en rémission d'idées suicidaires, versus 31,6% pour le groupe placebo. Donc une différence très très significative. Vous voyez, les 2 tiers des patients sont en rémission d'idées suicidaires et un peu moins d'un tiers dans le groupe placebo. Mais cet effet est très dépendant du diagnostic principal. C'est-à-dire qu'on voit un effet très très fort chez les gens qui souffrent d'un trouble bipolaire, une rémission chez 85% quasiment avec la kétamine versus moins de 30% avec le placebo. Par contre, il n'y avait pas de différence chez les gens qui souffraient d'un trouble dépressif majeur, 42,3 versus 35,7, et ceux qui souffraient d'un autre trouble affectif, 62 quasiment versus 31%. Donc un effet rapide, confirmé, qui permet d'atteindre une rémission chez un grand nombre de gens, mais un effet qui est particulièrement marqué dans le trouble bipolaire et pas dans les autres troubles. À 6 semaines, eh bien, il n'y a plus de différence significative entre les deux groupes. Là, le taux de rémission est de 69,5% avec la kétamine versus 56,3% avec le groupe placebo. D'ailleurs, ce qui ressort, c'est
il n'y a plus de différence parce que les gens qui sont sous placebo se sont améliorés, ils ont été quand même pris en charge, ils ont eu des traitements, du soutien, etc. Et ça leur a permis d'aller mieux. Donc s'il n'y a plus de différence, ce n'est pas parce que les gens sous kétamine ont globalement rechuté, c'est parce que ceux sous placebo se sont améliorés. C'est ce qu'on voit sur ce graphique, c'est le graphique sur les 3 premiers jours. Donc vous avez les deux injections IV qui sont représentées par les petites flèches roses, 24 heures d'intervalle. Vous voyez cette amélioration très très rapide dans le groupe kétamine dès la première injection. On n'a pas l'impression que la deuxième conduit à beaucoup d'amélioration, peut-être un petit peu, mais pas aussi marqué. Et donc un niveau de rémission qui est dès la première injection, dès les premières minutes, déjà 40% sont déjà en rémission, jusqu'à atteindre donc 63% à 3 jours. Et à 6 semaines, vous voyez la poursuite finalement d'un niveau élevé, la persistance d'un niveau élevé de rémission dans le groupe kétamine, tandis que le groupe placebo s'améliore progressivement. Alors, la tolérance dans cette étude à la kétamine était très bonne, aucun événement grave attribué à la kétamine et les effets secondaires habituellement retrouvés avec la kétamine, c'est-à-dire les effets dissociatifs pour certains, la vue qui se trouble un peu, il peut y avoir quelques céphalées, mais rien de très important et tous ces symptômes disparaissant quelques minutes après la perfusion. Alors dans une première revue de la littérature, qui a été publiée en 2018, je crois, donc qui n'inclut pas l'étude Abar et collaborateurs, avait été inclus 15 essais cliniques, 572 patients, et on retrouvait un effet supérieur de la kétamine versus contrôle lorsque la mesure était faite dans les premières 4 heures, entre 12 et 24 heures, et entre 24 et 72 heures. Par contre, on ne retrouvait plus d'effet au-delà de 72 heures. Donc ça rejoint cette observation qui a un bénéfice supérieur de la kétamine à très court terme, c'est-à-dire les 3 premiers jours, ça réduit très très vite, dès les premières minutes, chez beaucoup de gens, les idées suicidaires, mais cette différence ne persiste pas au-delà de 72 heures, et comme je le disais, pour la plupart des études, ceci est dû au fait que les patients dans le groupe contrôle s'améliorent eux-mêmes, mais pas à une rechute des patients sous kétamine. Alors, on vient de soumettre une revue de la littérature pour les cliniciens, donc de tous les essais cliniques randomisés et contrôlés dans les idées suicidaires. On a retrouvé 12 essais ayant pour objectif primaire la réduction des idées suicidaires et 13 ayant des mesures d'idées suicidaires, donc qui étaient un objectif secondaire. Il y a très clairement une balance bénéfice-risque positive dans les 72 premières heures pour la kétamine racémique en IV. En général, une perfusion se fit à 0,5 mg/kg. Et au-delà de 72 heures, la différence est perdue, essentiellement parce qu'il y a une amélioration du groupe contrôle. Alors, le contrôle a été le placebo ou du midazolam, une benzodiazépine. Alors, un point important, c'est qu'il y a eu de grosses études publiées par Janssen avec beaucoup de sujets pour tester la eskétamine intranasale. Il n'y a aucun bénéfice en comparaison du placebo. Alors évidemment, les gens sous eskétamine, il y en a beaucoup qui s'améliorent, mais il n'y en a pas plus que sous le groupe placebo. Donc on ne peut pas considérer que la eskétamine intranasale, qui par ailleurs a un coût financier notable, entraîne un bénéfice au-delà de l'effet placebo. Donc le bénéfice, c'est uniquement avec la kétamine racémique en IV. Ce qu'on discutait également, c'est la réflexion à mener sur la place de la kétamine IV, finalement, dans une approche multimodale dont on a parlé dans les cours précédents. Il ne s'agit pas de dire que la kétamine va remplacer toute la prévention du suicide. Ce serait une erreur grave.
Ce serait également une erreur grave de la part des cliniciens de donner de la kétamine et d'arrêter de suivre les patients parce qu'ils sont allés mieux très très vite. Il y a des risques de rechute. On l'a observé lorsqu'on regarde les trajectoires individuelles. Il y a quand même des gens qui sont allés mieux puis moins bien. Ce qui suppose que la kétamine finalement devrait être utilisée à bon escient chez les patients les plus sévères, parce que les moins sévères finalement risquent de s'améliorer avec une prise en charge non spécifique. Et elle doit venir en support finalement d'autres types de prise en charge et de prévention du suicide. Alors, dans la même étude, on souligne un certain nombre de limites. Je vais vous les lire, je pense qu'elles sont importantes à connaître. Donc il y a un effet placebo important hein, lors des études de réduction des idées suicidaires, il faut quand même garder ça en tête. Donc il ne s'agirait pas de donner de la kétamine à tout le monde, parce que beaucoup de gens, lorsque vous commencez à vouloir les aider, à les soutenir, vont aller mieux. Ils n'auront pas besoin de kétamine. Il y a quand même une petite préoccupation concernant la qualité de l'aveugle en raison des effets dissociatifs. Alors c'est une petite préoccupation parce que beaucoup d'études ont montré que finalement c'était pas si évident que ça, que les cliniciens ou les patients repéraient correctement le groupe kétamine. Il n'y a pas d'études sur le risque ou la prévention des actes suicidaires et de la mortalité, donc la kétamine, c'est dans les idées suicidaires, on ne sait pas si ça prévient le risque de gestes suicidaires, ou si même ça augmente le risque de gestes suicidaires, pourquoi pas. Il n'y a pas d'études au-delà des troubles de l'humeur, des troubles affectifs en général, donc quelques études dans le trouble bipolaire, beaucoup d'études dans le trouble dépressif, des études aussi dans le trouble dépressif résistant, mais on ne sait pas dans les autres troubles mentaux qui sont pourtant aussi associés à un risque suicidaire augmenté. Il n'y a pas d'études chez les adolescents et pas d'études spécifiquement chez les personnes âgées, même si certaines études ont pu en recruter. Donc on ne sait pas dans ces deux groupes quel est l'effet, la tolérance de la kétamine. Il y a un manque de connaissances sur les effets secondaires au long cours, notamment est-ce qu'il pourrait y avoir une possibilité d'abus de la kétamine chez certains patients suicidaires, par exemple ceux qui ont des idées suicidaires chroniques. On n'a pas de marqueurs prédictifs cliniques et encore moins biologiques très très robustes, hein, quelques études qui ont étudié cela, mais sans rien montrer de très très clair. Nous avons une compréhension très limitée hein, des mécanismes de la kétamine sur les idées suicidaires. Il y a une nécessité d'améliorer l'évaluation des idées suicidaires. Il y a de vraies questions sur comment mesurer les idées suicidaires, notamment de manière aussi répétée. Les échelles que nous utilisons, comme l'échelle de Beck, qui a été utilisée très souvent, incluant dans l'étude Kétis, n'a pas été faite pour des mesures tous les 24 heures, voire moins. Il y a un besoin d'études en milieu ambulatoire, en salle d'urgence, quelques études en salle d'urgence, pas beaucoup, et en consultation de liaison, finalement, est-ce qu'on pourrait utiliser cette molécule en dehors d'une hospitalisation complète en psychiatrie, et notamment dans des endroits où on peut être amené à voir des patients suicidaires qui ne vont pas être forcément hospitalisés en psychiatrie. Il y a un besoin de recherche sur la meilleure stratégie d'administration, c'est-à-dire quelle est la meilleure dose, est-ce qu'il faut répéter, comme a fait l'étude Kétis, et à quelle fréquence. Et puis, on a une connaissance limitée sur d'éventuelles interactions positives ou négatives avec d'autres traitements, qu'ils soient pharmacologiques ou psychothérapeutiques concomitants. Donc, beaucoup de recherches encore à mener. Donc, un effet très très intéressant de la kétamine, hein, qui n'a pas l'AMM encore en France, mais qui en pratique est très très utilisé dans les services cliniques de plus en plus. Donc, il va falloir qu'on fasse notre expérience de ce nouveau traitement très prometteur. On passe à autre chose, on va quitter les traitements pharmacologiques et on va parler de traitements neuromodulateurs pour finir. Alors vous avez ici une revue systématique de la littérature publiée en 2021. La revue va jusqu'en 2020. Ils ont trouvé 129 études et suggèrent un probable effet positif sur les idées suicidaires de l'électroconvulsivothérapie, de la stimulation magnétique transcrânienne
et de la stimulation par courant direct transcrânien, mais peu de données avec la stimulation du nerf vague. Wilkinson, hein, je reprends la revue dont on parle depuis tout à l'heure, a étudié, je vous rappelle, lui, le suicide, le décès par suicide, et en mixant différentes pathologies, vous voyez, troubles psychotiques, troubles dépressifs avec une comorbidité, état de stress post-traumatique, eh bien globalement 11 études et il n'y a pas d'effet significatif en termes de réduction du suicide dans ces différents troubles par l'utilisation de ECT. Donc un effet peut-être sur les idées suicidaires, mais pas d'effet démontré sur le risque de suicide. Et j'aurais terminé sur cette étude qui interpelle beaucoup, qui a été publiée en 2017 et qui est une étude observationnelle chez des patients qui ont reçu un traitement par stimulation du nerf vague ou traitement habituel dans la dépression résistante au traitement. Alors ce qui montre, c'est que quand on suit ces patients sur 5 ans, hein, donc c'est une étude ouverte, on sait ce qu'ils ont comme traitement, eh bien on trouve un niveau de réponse et de rémission qui est supérieur chez ceux qui ont la stimulation du nerf vague. Donc ça semble être un traitement qui fonctionne, même si le bénéfice apparaît surtout au long cours. Vous voyez que les courbes qui sont représentées ici, en abscisse vous avez les mois, eh bien il faut plusieurs mois avant que les deux groupes se séparent. Et l'effet, vous voyez, sur 5 ans, continue à croître. Il y a de plus en plus de gens qui s'améliorent. Alors également dans le groupe traité par autre chose, mais de manière moins importante. Mais ce qui est interpellé, c'est une analyse secondaire qui est représentée dans le tableau à droite. Et vous voyez qu'il y a un taux de suicide qui est divisé par 2 dans le groupe qui a eu la stimulation du nerf vague en comparaison du groupe traité as usual. Donc suggérant, et c'est une seule étude, hein, que peut-être dans cette population compliquée, qui n'ont pas répondu au traitement habituel de la dépression, eh bien la stimulation du nerf vague pourrait être non seulement efficace sur la dépression, mais également en termes de suicide, de décès par suicide, et même de mortalité globale. Donc affaire à suivre, mais vous voyez des pistes tout à fait intéressantes. Donc globalement, hein, vous retenez, il y a les traitements qui très clairement réduisent le risque suicidaire, il faut les connaître et les utiliser, comme le lithium ou la clozapine. Et puis, il y a des traitements qui éventuellement pourraient augmenter le risque suicidaire et qui demandent toute notre attention, même si la preuve n'est pas encore très très solide, mais enfin, il y a quand même des arguments comme les benzodiazépines et les traitements hypnotiques, et puis toute une foultitude de traitements qui réduisent quand même le risque suicidaire, que ce soit la thérapie cognitive et comportementale pour la prévention des récidives, les antipsychotiques dans la schizophrénie, les ECT et potentiellement un certain nombre de traitements de neuromodulation, mais on n'a pas encore suffisamment de données. Voilà ce que je voulais vous dire très brièvement sur cette question des traitements psychiatriques. Et encore une fois, ces traitements psychiatriques, il faut les concevoir dans une prise en charge multimodale. Je crois que ça doit être clair pour vous maintenant après tous ces cours. Ça n'est qu'un aspect de la prise en charge, alors ceci dit, un aspect très très important. Voilà, merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à très bientôt.